et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode L'Instant Loose. Cette semaine, j'accueille sur le podcast Geneviève Gauvin qui va nous raconter un moment difficile qu'elle a eu à vivre lorsqu'elle a lancé son entreprise avec son mari. Je vous laisse écouter sa présentation et son Instant Loose et on se retrouve à la fin de l'épisode. Belle écoute. Hello Jen et bienvenue sur Éclaire ton bise / L'Instant Loose. J'espère que tu vas bien, comment ça va? Ça va super bien, Vanessa. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'accueillir des gens sur mon podcast. Donc voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de t'inviter. Donc en plus, voilà, ça fait d'une pierre deux coups. Je suis très contente. Merci beaucoup. Donc tu es là un petit peu pour nous parler de l'instant loose depuis que tu as vécu dans ton activité, ce que tu as envie de nous partager. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà, te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas? Oui, ben, je suis animatrice du podcast Les vraies affaires et à partir du 10 janvier, je ne sais pas exactement à quel moment l'épisode va sortir, mais et du nouveau podcast Effronté aussi. Et je suis l'organisatrice du Bundle Catching, qui est un événement annuel que j'organise depuis maintenant 4 ans. Donc là, je suis très excitée que ça sorte bientôt. Fait que j'essaie de me décrire de cette façon-là maintenant, spécifiquement avec les choses que je fais, considérant que j'ai laissé un petit peu derrière mon titre de formatrice en 2022. Fait que c'est ça ma nouvelle ligne, finalement, ma nouvelle ligne éditoriale. Podcatrice, organisatrice, moi je trouve ça très bien. Ben voilà, je me vois comme un petit peu comme une star de la télé. Tu sais, avec genre deux, trois titres, là, un après Ouais. l'autre. Non, non, mais c'est très bien pour te présenter. Donc du coup, alors bon, pour ceux, je suppose que les auditeurs ont compris, donc tu es canadienne, aujourd'hui tu es en voyage, Oui. tu es en Thaïlande, tu as décidé de faire le tour du monde ou quasiment en 2022. Ben, 2022-2023, exactement. C'est pas la première fois que je voyage, en fait, même que si je peux rajouter un autre titre aux autres que j'ai déjà mentionnés, j'ajouterais probablement Digital Nomad ou Nomade digital, considérant que je suis quelqu'un qui voyage énormément. Dans les dernières années, j'ai commencé à voyager à peu près en 2015, plus au temps plein. Et puis, j'ai eu la piqûre de juste prendre mon entreprise, fermer mon ordinateur, le mettre dans une valise et de me déplacer un petit peu n'importe où sur la planète pour travailler, pour vivre aussi. Donc, Digital Nomad, effectivement. Et puis, bon, cette année, 2022-2023, c'est la dernière année que je peux me permettre de le faire avec mon fils avant qu'il rentre à l'école. Donc, on s'est dit, c'est le bon moment, on y va, considérant en plus que ça faisait un bon 2 ans qu'on était là, pas mal sur place. Donc, c'est reparti, effectivement, jusqu'au 27 juin 2023. On va être sur la route. Et puis, là, j'ai encore des destinations mystères. Je ne sais pas exactement c'est où. On ne sait pas. On se laisse un petit peu mener par les saisons, par ce qui nous tente. Mais oui, c'est une année avec beaucoup de déplacements, mais beaucoup de souvenirs là, qu'on accumule avant de se lancer dans un nouveau rythme de vie, disons. L'année où tu profites, c'est bien. Exact. Ok. Donc du coup, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu un moment business que tu as vécu ou depuis que tu t'es lancé, où tu t'es dit, oh my God, comment je vais m'en sortir? Et du coup, nous donner un petit peu le contexte, comment c'est arrivé, quand, etc. Oui, ben, je suis entrepreneur je pense qu'en francophonie depuis 2018, mais avant, mon parcours a commencé beaucoup plus loin. Puis j'aime croire que les entrepreneurs, c'est un petit peu comme les chiens où on vieillit plus vite. Comme une année, c'est un peu comme 7 ans. Donc, j'ai commencé officiellement en entrepreneuriat en 2013. C'est pour ça que je dis que j'étais un petit peu dinosaure du web. Non officiellement, un petit peu plus avant ça, plus 2012. Mais bref, ça fait un bon moment que je suis sur Internet et qu'on utilise, moi et mon mari. J'ai été pendant des années, jusqu'à 2022, en fait, partenaire d'affaires avec mon mari. Et puis, on a commencé ensemble un projet. C'était lui l'expert, c'était lui le formateur, c'était lui le visage de l'entreprise. Et dans mon cas, j'étais plus behind the scenes. J'étais la personne qui va s'occuper plus du marketing, du branding, qui va s'occuper de la gestion de projet, ce truc-là. J'étais aussi la personne qui essayait de partir des nouveaux projets qu'on pouvait faire ensemble.
Donc, j'essayais de me ramener, en fait, à l'avant de la business parce que je suis quelqu'un de scène. J'ai toujours fait de la danse, j'ai fait des compétitions de danse, justement, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. J'aime beaucoup cet environnement. Donc, pendant les premières années où j'étais behind the scenes, j'étais pas tout à fait dans mon élément. J'étais en train de me former, disons. J'étais en train de me former comme entrepreneur et je l'ai fait dans ce format-là. Et puis, quand on a commencé avec on va dire mon chum, en bon québécois, mon copain, on a eu appelons-la de la chance, où on a fait des connexions avec des entrepreneurs qui avaient des énormes audiences. On a utilisé l'affiliation pour vendre finalement son produit, qui était un e-book à l'époque ou une collection de e-books sur, de santé, sur des sujets de santé alternative. Mon chum étant plus dans la catégorie journaliste d'investigation. Fait qu'on a vraiment deux sujets bien différents, mais tout ça pour dire que le modèle d'affaires était très similaire, où on vend des produits d'information avec l'affiliation, puis éventuellement des formations, et ainsi de suite. On a eu de la chance parce que justement, il a été capable de faire des connexions avec des gens justement qui avaient des grosses audiences, qui ont été capables de pousser le produit. Et rapidement, on a commencé à faire beaucoup d'argent. On parle de, en première année en affaires, quelque chose comme 500 000 dans la première année. Mais comme on était des bébés entrepreneurs, ben, on ne savait pas trop comment gérer cet argent-là. Puis je pense que c'est des côtés cachés finalement d'avoir trop. C'est que tu n'as pas encore passé les étapes où tu te fais les dents un petit peu sur commencer par faire 1000 puis 10 000, puis 100, puis ainsi de suite, où tu es capable finalement de recevoir cet argent-là, autant mentalement que d'être capable de le dépenser de façon stratégique aussi. Et donc, à ce moment-là, évidemment, on ne savait pas comment dépenser toutes ces choses-là. Tout cet argent-là qui nous tombait dessus, on avait l'impression qu'on était extrêmement riche. Et évidemment, on s'attend à la suite où on a commencé à se payer des beaucoup plus gros salaires que l'entreprise était capable se payer, de payer finalement. On était deux propriétaires et on s'est dit qu'on était capable de se payer 100 000 par année chaque. On parle d'une entreprise qui fait 500 000 à peu près. On parle de salaire de 200 000. C'est énorme. On avait aussi évidemment d'autres dépenses. Et donc, et puis là, qui dit on fait de l'argent dit on veut montrer aussi qu'on fait de l'argent parce que c'était une autre époque où c'était donc bien important de montrer. Donc, on commence aussi à se payer des voyages, se payer des masterminds, bâtir une team, mais qui dit team dit ressources humaines qu'on doit payer. Donc, évidemment, le portrait commence à se dessiner où on crée énormément de dépenses, on crée des dettes aussi parce qu'on ne savait pas comment gérer tout ce qui est impôts, tout ce qui est tout ce qu'on doit mettre de côté finalement, autant au niveau personnel qu'autant au niveau que business. Puis, il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé, ou à peu près autour de la première année financière, donc en 2014. Ah oui, sans mentionner qu'on a décidé qu'on allait se marier, que le mariage allait coûter cher parce que, même raison, qu'on allait acheter un condo parce que maintenant, on était en guillemets riches. Donc, bref, plein de trucs, plus les impôts. Le gouvernement qui, évidemment, nous envoie des belles lettres de « Ah, vous nous devez à peu près, écoute, je ne me rappelle plus c'était quoi le montant, quelque chose comme 90 000 total, parce qu'en plus, la première année, on ne paye pas encore. La première année au Québec, en fait, en général, on paye des acomptes provisionnels, donc basés sur les années précédentes. On paye des montants au fur et à mesure de l'année. Bon. Mais la première année, vu qu'il n'y a pas d'année précédente, on ne paye rien encore. On s'ajuste à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on doit payer l'année précédente et on doit commencer à payer pour l'année suivante. Donc, on était quelque chose comme à 90 000 négatifs de dette. Évidemment, cet argent-là, on ne l'avait pas. On avait même sorti de l'argent de l'entreprise pour commencer à essayer de payer le down payment, le montant qu'on doit donner sur une maison, finalement, avant toute chose. Là. Bon, pourquoi je ne sais plus c'est quoi ce mot-là. Bref, l'argent sortait partout. Partout, 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 partout. Puis en plus de ça, mine de rien, après avoir acheté notre beau condo, après avoir commencé à vivre une espèce de vie stable, mais pas nécessairement, comment dire, pas nécessairement excitante. L'espèce de vie que les gens pensent qu'on doit avoir, l'espèce de vie où on a le beau condo avec la vue, où on a la voiture, où on voyage, c'est des voyages d'affaires qui ne sont pas nécessairement, je ne sais pas, c'est des expériences qui sont formatées, qui sont, à peu près tout le monde les a. On s'est rendu compte que non seulement on avait des gigodettes à cause qu'on n'avait pas su comment gérer quoi que ce soit de l'entrepreneuriat parce qu'on avait voulu être vraiment gros dans le paraître, mais en plus, c'était même pas une vie qu'on voulait.
Je me rappelle spécifiquement après quelques mois dans notre beau condo, mettons à peu près 6, quelque chose comme ça. Je me rappelle être tellement dans une espèce d'environnement. C'est tout le temps la même chose. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de changements. Puis je travaillais du sofa. Je travaillais du sofa dans le salon. Puis c'était tellement tout le temps la même journée que je vivais que je me rappelle spécifiquement un moment donné m'être levée du sofa. Je m'en allais dans la cuisine, disons. Je me retourne et je voyais le sofa qui commençait à avoir la trace, tu sais, de mes fesses, comme qui commençait à creuser à un certain endroit. Puis je me rappelle spécifiquement de ce moment-là comme un espèce de point tournant où c'était comme, OK, là, la vie va pas, là. La vie va pas, il faut qu'on fasse des changements. C'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai bâti quelque chose qui est un petit peu hors de contrôle, et qui est non seulement hors de contrôle au niveau business, mais aussi au niveau hors de contrôle au niveau de la vie. Fait que ça faisait beaucoup d'émotions en même temps d'essayer de réaliser que ce qu'on avait bâti avait absolument aucun sens avec ce qu'on voulait. À partir de là, on a commencé à réaliser qu'il fallait juste qu'on change tout, qu'on change nos propres comportements, qu'on apprenne plein de nouvelles choses et qu'on laisse derrière des anciennes croyances, des anciennes visions qu'on avait pour nous-mêmes. Donc, le condo, après 9 mois, on a décidé de le vendre. Ça avait tellement été difficile de l'avoir en plus, considérant qu'on était des bébés entrepreneurs, les banques ne nous faisaient pas trop confiance, mais on était comme non, 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 on vous jure qu'on a de l'argent, même si, et là là, il n'aurait jamais dû nous prêter quoi que ce soit, tant qu'à moi. Euh, donc, on a vendu le condo, on a vendu les meubles, on a vendu on a vendu tout, on a vendu tout ce qui était de trop. On a essayé de laisser derrière, finalement, la vie qu'on pensait qu'on voulait pour essayer de construire quelque chose qu'on voulait pour vrai. Puis on a commencé à voyager vraiment temps plein. Donc, on a commencé par, si je ne me trompe pas, notre premier voyage en 2015, on est passé par le Portugal. Ensuite, on s'est dirigé directement vers Bangkok. On est allé à Chiang Mai, la ville en Thaïlande où est-ce que je suis actuellement d'ailleurs. On est allé à Amsterdam. Après ça, on avait un membre de notre équipe qui était encore là. On a commencé à voyager, puis on s'est rendu compte que c'est ça qu'on avait besoin pour nous nourrir finalement. Nous nourrir notre banque de souvenirs, notre banque d'expériences, puis créer une vie finalement qu'on était fiers de se rappeler, tu sais. Puis ben, il restait tous les trucs de finance, là. Le condo, honnêtement, ça a pris 2 ans et demi avant de le vendre. Ça a été super long. On l'a vendu à perte. Mais ça a été c'était tellement lourd. Quand on a réussi à le vendre, je me rappelle comme si c'était tourner la page, mais c'était fermer le livre. Tu sais, c'était comme, OK, là, ça a été long. C'est même pas grave si c'est à perte. C'est comme une espèce de boulet qui traîne depuis tellement longtemps, puis on laisse derrière. Mais pour en revenir à 2015, suite où est-ce qu'on a commencé à changer vraiment notre vie, il a fallu qu'on remonte la pente financière aussi, mine de rien, parce on avait créé des dettes. On a dû apprendre à être des entrepreneurs, finalement, à la dure, parce que là, je l'ai dit, on avait beaucoup de ressources humaines aussi. On a dû faire du ménage. Ça a été un petit peu. Ça a brisé des cœurs aussi, mais on a dû aussi faire des plans long terme pour être capable de serrer la ceinture aussi, pour être capable de vraiment remonter la pente, d'apprendre comment bien gérer les budgets. Ça a été beaucoup d'apprentissage, mais je dirais que je me rappelle un souvenir spécifique où on était à Bangkok, justement, puis on savait qu'on n'allait pas être capable de payer notre team ce mois-là pour être de tout 100% honnête, pour être capable de finalement nous aussi nous payer parce qu'on était dans un autre pays. Il fallait absolument qu'on vive. On ne pouvait pas rester là. On ne pouvait même pas aller chez quelqu'un s'il se passait quoi que ce soit. Donc, je me rappelle un meeting justement avec notre team. On leur a annoncé qu'on ne pourrait pas les payer cette fois-ci. C'était difficile. On a eu une team qui a accepté à ce moment-là, mais ça a été beaucoup de réalisation sur qu'est-ce qu'on a bâti versus qu'est-ce qu'on veut. Puis je pense que c'est justement une époque qui a été très, très formatrice spécifiquement. Fait que c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me voient comme étant quelqu'un très à l'aise avec l'argent. C'est parce qu'il fut une époque où je ne l'ai pas été du tout. Et puis, je veux pas retourner à ce moment-là. Je veux pas retourner à une vie qui me fit pas. Donc, mine de rien, ben, c'est pour ça que c'est autant important pour moi de bien la garder. T'sais. Fait que c'est à peu près ça.
Je comprends. J'aime trop ces échanges parce qu'on apprend vraiment à découvrir d'autres facettes des gens qu'on voit au quotidien et on voit effectivement ce qu'elles sont aujourd'hui, mais on se rend pas compte de ce qu'il y avait avant. C'est toujours super intéressant. Donc, vous vous êtes rendu compte ce mois-là que vous n'arriviez pas à les payer. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu les payer en plusieurs fois? Est-ce que vous avez arrêté les collaborations? Vous avez fait comment après? Euh, on a donné un coup où on a été capable d'organiser des promotions ce mois-là. On leur a annoncé et ils ont été extrêmement ouverts d'esprit par rapport à ça. J'imagine que de leur côté, c'était pas nécessairement une nouvelle qu'ils voulaient entendre, mais on leur a dit, écoutez, on va faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte que le mois prochain, on puisse payer tout ce que vous avez fait et la suite parce qu'on vous doit de l'argent. Donc, à ce moment-là, je me rappelle qu'on s'est, vu qu'on faisait l'affiliation, puis un petit peu différemment, dans le sens où les gens vendaient nos produits, mais nous, on vendait aussi les produits des autres. Et puis, on avait un modèle, surtout dans le milieu de la santé alternative puis de la fitness à l'époque, où il y avait une nouvelle offre, soit tous les jours, soit aux 3-4 jours. C'est vraiment beaucoup de pousser des produits des autres. Donc, ce qui est arrivé, c'est on a travaillé sur des bonnes promotions, des meilleurs courriels, à essayer de trouver des offres qui allaient vraiment fonctionner, évidemment. Des fois, c'est un petit peu, on ne sait pas trop comment ça va virer, mais on fait vraiment notre possible pour être plus intentionnel dans les partenaires, dans les offres qu'on fait, qu'on promouvoit. Puis, on a été capable justement de rembourser. Ça n'a pas été trop long, la période spécifiquement pour les ressources humaines, d'avoir de la difficulté à les payer eux. Mais après ça a été tout le gouvernement. Puis au niveau du gouvernement, il y avait effectivement un plan de paiement, mais c'est un plan de paiement qui est obligatoire, là. Je ne sais pas en France, mais au Québec, en tout cas, c'est OK, tu n'es pas capable de payer tout de suite, fantastique. Tu vas devoir nous payer tous les mois un certain montant, puis c'est nous autres qui est déterminé. Puis bon, c'est sérieux, ils font pas de. Fait, évidemment, ça, c'était la priorité. Puis, mais ça a pris des années là, avant de se ressortir de ça parce que là, pour rembourser le cash flow, on a dû prendre une marge. Puis, la marge, après ça, il a fallu rembourser la marge. Puis, tu sais, c'était comme une espèce de. On prend l'argent ici, puis on le met là. Puis, après ça, il faut rembourser la source de revenu B, puis avec C, puis ainsi de suite. Ça a l'air d'une source infinie, mais éventuellement, c'était de faire des meilleurs choix aussi de quelle source de revenus on utilise pour travailler une fois puis générer plus de revenus, faire des meilleurs choix d'offres et ainsi de suite. Donc, on a été capable d'utiliser le levier générer plus, mais on a aussi beaucoup, beaucoup utilisé le levier dépenser moins. Et effectivement, avec le temps, on a commencé à réduire la team, réduire les effectifs parce qu'on n'était plus capable de se payer ça. Puis on avait aussi beaucoup engagé par, tu sais, l'espèce d'idée qu'il faut qu'on ait une team pour déléguer à l'infini, mais je pense que c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps aussi. C'est comme, check, essaie de commencer low cost, de le faire par toi-même, d'apprendre comment est-ce que tu peux faire les choses. Et quand tu vois que c'est une source de revenus qui est non seulement stable, c'est pas juste de revenus, mais qui génère un retour sur investissement qui est stable, là, tu peux commencer à le déléguer. Mais si tu délègues quelque chose qui n'a pas de retour pour ton entreprise, que ce soit financier, mais que ça peut être d'autres choses aussi, il n'y a pas de retour, mais tu le dépenses juste parce que les autres le font, comme par exemple la gestion de médias sociaux. Probablement que tous les gestionnaires de médias sociaux, même pas en ce moment, mais je veux dire, c'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessaire quand on commence. Surtout que on veut garder le contact avec son audience, on va être capable de leur parler directement, avoir vraiment du feedback. De déléguer trop tôt, pour moi, cette partie-là, c'est perdre cette connexion-là avec son audience aussi. Puis je pense que ça peut faire en sorte que d'aller dans des directions qui ne sont pas nécessairement ce que l'audience, la communauté veut. Puis il y a moyen de faire ça de façon tellement plus simple et de couper dans les frais. Donc, d'essayer toujours de faire le plus low cost possible, pour moi, c'est devenu une priorité aussi, justement, à cause de toute cette histoire-là où il y a eu trop de dépenses. Il y a eu trop de dépenses, pas assez de revenus. Donc, on a juste changé tous les leviers de bord pour être capable de rendre ça rentable. Mais oui, il y a eu des tensions dans l'équipe au moment où on a dû leur annoncer hey, ça ne fonctionne pas, je suis désolée, il va falloir qu'on coupe. Il y a des gens qui s'attendaient à des partenariats plus long terme, mais pour nous, c'était une question de survie de l'entreprise. Puis à la limite, survie de nous aussi, parce que quand on est dans un autre pays, à l'autre bout du monde, il faut absolument qu'on ait des revenus. Là. On n'est pas chez nous, puis on ne peut pas aller chez papa, maman si on n'a pas de loyer. Il faut qu'on habite quelque part. Donc, on avait vraiment besoin d'être plus responsable par rapport à comment est-ce qu'on génère des revenus, où est-ce qu'on met notre temps, mais aussi comment est-ce qu'on les dépense.
forcément. Et du coup, vous avez mis d'autres choses en place depuis pour éviter que ça arrive à nouveau? Hum, ben, depuis, on n'a plus la même entreprise. Fait que je peux plus parler. Je peux plus parler pour mon mari. Mais pour moi, c'est toute une question, comme je te disais, de vraiment attendre avant de déléguer. Les ressources humaines, c'est ce qui prend le plus de dépenses dans un budget. Donc, de toujours essayer, de commencer par la version gratuite de n'importe quoi, l'outil gratuit, ce genre de truc-là. Peut-être qu'il va y avoir moins de fonctions, mais de commencer par ça parce qu'on vise aussi souvent des outils. On veut être pro, donc on veut avoir les outils des pros. Puis, je peux comprendre ça. La ligne est mince des fois entre l'espèce il faut comme agir comme on veut, comme nos objectifs finalement, là. Fake it until you make it. Oui, mais comme au final, c'est ça. Je pense que ça peut créer beaucoup plus de problèmes si on n'a pas encore le mindset du pro. Le mindset du pro, c'est de bien garder son temps, c'est de bien savoir gérer son argent aussi, c'est de dire non à ce qui n'est pas essentiel aussi. Mais tout ça, ça s'acquérit avec le temps, tu sais. Donc, de vraiment se laisser vivre la saison dans laquelle notre business est, puis de se dire, je suis à la bonne place au bon moment, de respecter ça. Puis, est-ce que je n'ai pas la réponse à savoir quand est-ce qu'on commence à investir comme un pro, c'est dur à dire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très personnel aussi, qui est du cas par cas, tout dépendant des entreprises. Mais j'essaie toujours, toujours, toujours de commencer moi-même avec le moins de dépenses possible. Puis une fois que je sais comment faire les choses, une fois que j'ai des processus en place, là, je commence à me dire, OK, là, je vais commencer à déléguer. Puis là, je vais commencer à faire peut-être des plus grosses dépenses en faisant peut-être de la publicité, en utilisant des logiciels qui font le truc que j'étais en train de faire manuellement parce que je sais qu'est-ce que ça m'apporte. Donc, je pense que ça, c'est la première étape, vraiment, c'est de faire les choses soi-même. Même si ça va être long, même si on voudrait que ça aille plus vite, mais tu sais, il faut être patient en entrepreneuriat. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne le sont pas, qui veulent rusher à la prochaine étape. Mais rusher à la prochaine étape, c'est souvent manquer des étapes cruciales, justement, pour bâtir le mindset nécessaire pour être rendu là. T'sais. Donc, voilà. Ouais, je suis d'accord, ça fait des mois que je répète que les bases souvent d'un business ne sont pas acquises et qu'on essaye d'aller trop vite et que du coup il y a des choses qui sont bâclées et du coup forcément ça fonctionne pas parce que c'est pas stable en dessous, quoi. Donc ouais. 100%. Ça prend des bonnes fondations pour être capable de bâtir. Parce que sinon, justement, encore une fois, on ne sait pas comment gérer qu'est-ce qui s'en vient. On ne sait pas comment le recevoir. Puis, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à l'envers. J'ai commencé avec des centaines de milliers de dollars dans mes poches, puis de ne pas savoir comment bien les gérer. Puis, j'en ai perdu beaucoup plus au final. Donc, j'ai dû recommencer à zéro où j'en ai tellement dépensé qu'il n'en restait plus beaucoup et de rebâtir finalement vers une stabilité financière brique par brique. T'aurais des conseils à donner à quelqu'un qui justement voudrait apprendre à mieux gérer ses finances? Un des concepts qui m'a vraiment, vraiment aidé personnellement, puis que je te dirais qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir une courbe croissante au niveau de l'argent qui restait dans les comptes, c'est tout le concept de Profit First de Mike Michalowicz. C'est un livre, je ne suis pas mal sûre qu'il est traduit en français maintenant, mais c'est un livre qui a pas mal tout changé ma vision de la gestion financière d'affaires, mais aussi personnelle. Et c'est très simple, honnêtement. C'est juste comment est-ce qu'on gère le cash flow d'argent qui rentre, en fait. Donc, d'avoir différents comptes où l'argent rentre et où l'argent sort, des comptes où est-ce que l'argent est gardé, surtout dépendamment d'à quel point on a des tendances à dépenser facilement ou non. Mais aussi, après ça, c'est comment est-ce que l'argent est dispatché entre ces différents comptes-là. C'est juste une question de pourcentage, c'est juste comme si c'était des différents entonnoirs. C'est vraiment, vraiment, vraiment simple, mais ça fait en sorte qu'on est capable seulement de dépenser l'argent qui est sain d'être dépensé et qu'on se paye l'argent qui est sain qu'on se paye. Et en plus, qu'on fasse du profit sur chaque dollar qui entre dans l'entreprise. Ce qui est un des problèmes que beaucoup d'entrepreneurs ont. Souvent, quand on commence, on a le mindset que l'entrepreneur est le dernier à être payé, mais c'est lui qui travaille le plus tout le temps. Est-ce qu'on est là pour faire de l'esclavage? Non. On est là pour avoir une meilleure vie. On est là pour avoir plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on fait.
Et malheureusement, l'espèce de mindset actuel, c'est tout le temps l'entrepreneur en dernier, ce que je pense pas que c'est sain non plus. Donc, tout simplement, le concept, c'est qu'à chaque fois qu'il y a $1 mettons qu'on me dit 100 pour que ça soit facile en pourcentage, à chaque fois qu'il y a $100 qui rentrent dans l'entreprise, il y a un certain montant qui s'en va en profit, il y a un certain montant qui s'en va en salaire, un certain montant qui s'en va dans les impôts, et le reste s'en va dans les dépenses. On ne peut pas dépenser qu'est-ce qui n'est pas dans le compte de dépenses. Ce qui fait en sorte qu'on sait qu'est-ce qui est le montant sain pour notre entreprise, on sait qu'on est capable de se payer, de payer les impôts et on fait en plus du profit. Par définition, ça fait en sorte que les entreprises sont profitables. Et ces pourcentages-là sont pris d'une moyenne des entreprises qui font les meilleurs profits à travers le monde, quelque chose comme genre les Inc. 500 de ce monde. Et il y a différents ranges. Donc, on parle de 0 à 250 000, 250 000 à 500, 500 à 1 million, et ainsi de suite. Le livre est extrêmement simple à lire. Le système est extrêmement simple à implanter. S'il y a bien quelque chose que je recommande à tout le monde pour être bien capable de gérer l'argent qui rentre, de se payer seulement qu'est-ce qui est sain et de dépenser seulement qu'est-ce qui est sain, c'est sincèrement d'avoir ce système-là en place dans son entreprise. Franchement, super. Merci beaucoup, Geneviève, du coup, pour toutes les infos que tu nous as données. C'était super riche, mais j'ai adoré. Je retiens le livre Profit First. Je vais l'ajouter à ma to-read list. Est-ce que tu as un dernier mot à donner aux auditeurs? Ben, c'est ça, on a parlé beaucoup d'argent, mais finalement, il y a un des thèmes qui est important pour moi dans l'histoire que j'ai partagée, finalement, c'était aussi de ne pas s'embarquer dans une vie juste, ou un modèle de vie, finalement, juste parce que c'est ce que les autres s'attendent qu'on fasse, ou parce que c'est ce que la télé nous dit qu'il y a une bonne chose, ou la société, ou Instagram, ou TikTok. De vraiment se poser des questions par rapport à ce que nous, on veut, parce que c'est facile de commencer à dépenser, puis dépenser l'argent qui est durement gagné. On le sait, on est tous des entrepreneurs. C'est pas évident nécessairement de faire notre argent. Puis une fois qu'il arrive dans nos poches, de le dépenser aux bons endroits, mais des endroits qui comptent vraiment pour nous, c'est important de se poser les bonnes questions, puis de se dire, est-ce qu'en ce moment, ma vie, où est-ce que je suis, avec qui est-ce que je suis, est-ce que c'est ça que je veux vraiment à long terme? Puis la réponse peut varier selon les années, honnêtement, mais de se poser cette question-là plus souvent, ça fait en sorte qu'on s'engage aussi seulement dans les bons projets, ceux qui vont vraiment nous amener quelque chose, qui vont nous faire en sorte qu'on s'épanouit comme individu aussi, pas juste comme entrepreneur. Donc, que ce soit d'acheter la maison, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, l'immobilier, c'est une bonne chose en ce moment. » Peut-être que oui, puis je ne suis pas une experte de l'immobilier, je ne suis même pas une experte des finances en général, malgré le fait que je n'arrête pas de parler de finances dans cet épisode. Mais au final, de se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai envie? J'avais la discussion hier, justement, avec mon chum, où on était comme, ah oui, on a une possibilité, peut-être qu'on voudrait acheter une autre maison, mais garder notre condo actuel pour que ça soit locatif. Puis, ah oui, l'immobilier locatif, c'est bien, c'est bien. Mais là, on a commencé à réfléchir à la gestion de tout ça, à la gestion des locataires, qu'est-ce que c'est quoi que ça amène, tout ça comme situation. Puis honnêtement, on était comme, je suis pas sûre que c'est le lifestyle que je veux. Donc, même si théoriquement, c'est une bonne décision financière, est-ce qu'il y a d'autres façons que je m'enrichisse financièrement pour enrichir ma vie aussi? Parce que l'argent, c'est des souvenirs, l'argent, c'est un outil. Ouais, il y a plein d'autres façons. Donc, ce n'est pas nécessairement la voie que je veux prendre. Donc, se poser des questions sur ces chemins-là, comment est-ce qu'ils sont alignés, ça fait en sorte qu'on investit aussi notre temps, mais aussi notre argent aux bons endroits. Fait que si je peux laisser les gens avec ça, de se poser ces questions-là, ça amène à prendre des bonnes décisions financières aussi. Top. Merci beaucoup, Jen. Mais ça fait plaisir. Je te souhaite une belle journée. J'espère te recevoir une prochaine fois, cette fois sur Éclaire ton biz plutôt, pour discuter plus business. Mais franchement, c'était top. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. J'espère que ça va plaire à ton audience. J'en suis persuadée. Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et que tu auras pris plein d'infos sur Geneviève Gauvin que tu ne connaissais probablement pas. Si l'épisode t'a plu et que tu as envie de laisser une note, n'hésite pas à le faire si ta plateforme le permet, ou à nous taguer sur Instagram et nous laisser un petit message, ça nous fera toujours super plaisir. Si tu découvres le format et qu'il te plaît, n'hésite pas à aller faire un tour sur les autres épisodes du podcast. J'en ai plusieurs autres avec d'autres invités qui pourraient t'intéresser également. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'Instant Loose 2022 et je te souhaite une très belle fin de journée. Bye bye.